Il y a plus d'un siècle, une guerre éclate dans la péninsule arabique. Ce conflit va mener à la création du Moyen-Orient tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un Anglais joue un rôle central dans cette révolte. Elle fera de lui une légende. Il noue des alliances cruciales avec les Arabes et se bat à leur côté pour les libérer du joug ottoman. Plus tard, il sera contraint de trahir leur cause. Votre nom? Russ John Yu, 352087. C'est un faux nom. La nouvelle recrue n'est autre que Laurence d'Arabie. Taille, 1,70 m. Après la révolte, il se terre dans son pays et s'engage comme simple soldat dans la Royal Air Force. Tour de poitrine, 86. Qu'est-ce que c'est? Des égratignures. Mon Dieu. Et ça, une punition? De la persuasion. Où étiez-vous? Dans une prison turque sur le front Est. Les cicatrices témoignent que Laurence ne sera jamais libérée du monde arabe. Lawrence of Arabia, Prince of Mecca, uncrowned King of the Desert. Les images de Laurence chevauchant avec les Arabes sont diffusées dans les cinémas du monde entier juste après la Grande Guerre. Le public, horrifié par les reportages sur le conflit qui ravage l'Europe, est captivé par l'histoire de ce guerrier romanesque. Laurence était un chef militaire remarquable. Il avait une telle aura, comme ces gens touchés non par la grâce divine, mais par des qualités exceptionnelles qui les rendaient différents, uniques, et qui donnaient envie de les suivre. Laurence était un homme légendaire. Il avait un caractère complexe. Parfois, il se positionnait comme un homme très ordinaire, très pauvre et très banal. Et en d'autres occasions, il gonflait outrageusement sa réputation. C'était un rebelle. Il jouait avec le système qu'il connaissait bien. Et il a employé des moyens que des individus lambda n'auraient jamais pu utiliser. C'est l'un des acteurs majeurs de l'histoire. Cette révolte soutenue par Laurence aura des répercussions considérables sur le monde arabe. Le paysage politique du Moyen-Orient, ses relations avec le reste du monde, ainsi que les relations entre les pays qui forment le Moyen-Orient, ont été instaurés à partir de ce moment-là. Grâce au film, Laurence devient une célébrité. Le public l'adore. La presse ne tarit pas d'éloges. Mais l'ampleur de ce qu'il a accompli, sa gloire et la culpabilité qu'il ressent, menacent de le submerger. Laurence a 20 ans lorsqu'il arrive au Moyen-Orient. Il s'est préparé pour ce voyage depuis son enfance. Thomas Edward Lawrence est né dans une famille aisée, mais qui dissimule un secret. Ses parents ne sont pas mariés, son père ayant quitté sa première épouse pour vivre avec la gouvernante. Thomas et ses frères ont connu une enfance itinérante. Ils ont vécu au Pays de Galles, en Écosse, en France et dans les îles anglo-normandes. La famille s'est finalement installée à Oxford, sous le nom de Lawrence, au 2 Polstead Road.
À mon tour. Laisse-moi faire, contre la porte. En grandissant, le jeune homme se préoccupe beaucoup de sa taille. Ses jeunes frères ne tardent pas à le dépasser. À l'âge adulte, Thomas mesure seulement un peu plus d'1,69 m. Il a toujours su qu'il était un enfant illégitime. Il était conscient d'être en dehors des structures conventionnelles, ce qui a libéré sa créativité dans certains domaines particuliers qui n'étaient pas accessibles à des enfants élevés de façon plus traditionnelle. Il passe la plupart de son temps seul, déterminé à éprouver son endurance. Il part sans nourriture, de jour comme de nuit, et s'impose des efforts physiques en parcourant des dizaines de kilomètres à vélo dans la campagne britannique. Le Moyen-Âge est sa grande passion. Il est fasciné par les croisades et dévore des ouvrages décrivant les batailles épiques, les codes de chevalerie et les héros mythiques. À l'université d'Oxford, il choisit d'étudier l'héritage architectural des grands châteaux forts. Son engouement pour l'histoire médiévale le conduit au Moyen-Orient. C'est une destination exotique et dangereuse pour un jeune homme voyageant seul. Hossein est le plus beau château du monde, et certainement le plus pittoresque. Il est magnifique. Sayoun est à mon avis la construction la plus sensationnelle que j'ai jamais vue. En 3 mois, Laurence parcourt plus de 1700 km à pied. Pendant plusieurs semaines, il ne croise pas un seul Européen. Je suis à pied et je suis seul. En vivant comme les Arabes à leur côté, j'ai peut-être une meilleure perception de leur quotidien que ceux qui voyagent dans une caravane. Leur hospitalité est plus qu'innée. Les populations acceptent de partager avec moi leurs repas, sans même envisager une rétribution. J'aurais beaucoup de mal à me sentir de nouveau anglais. Laurence traverse des villages près de l'Euphrate quand son périple manque de connaître une fin prématurée. Chère mère, l'aventure continue. J'ai lu un article dans un journal d'Alep racontant que j'avais pratiquement été assassiné. Absurde. Je suis en bonne santé, sans doute grâce à mon excellente condition physique. Thomas sait qu'il a eu de la chance de rester en vie. Être blasé et faire comme si de rien n'était, cela contribue au mythe du héros. J'endure des épreuves, des souffrances terribles, mais ce n'est rien, je peux les supporter facilement. C'est ce que nous appelons un comportement héroïque. Laurence revient à Oxford. Il est si maigre que l'un de ses professeurs ne le reconnaît pas. Un homme que je ne connaissais pas est venu vers moi. Quand j'ai entendu sa voix au débit rapide, j'ai compris que c'était Laurence. Sa thèse est qualifiée de particulièrement remarquable. Sa connaissance de la région commence à forger sa réputation, et il attire l'attention de brillants historiens et archéologues.
Laurence trouve son premier travail au sein d'une équipe archéologique au Moyen-Orient. Durant les 7 ans qui suivent, Laurence voit la région basculer dans la guerre et le monde autour de lui se transformer de façon irrémédiable. Son camp de base est situé sur le site de Carchemish, à l'intersection des grandes routes commerciales entre Damas et Bagdad. Les archéologues emploient des Arabes pour effectuer les fouilles. Là-bas, le jeune homme prend de l'assurance en travaillant avec les ouvriers. Il ne cesse d'améliorer sa maîtrise de la langue et ses qualités de meneur d'hommes. Laurence gagne leur respect et leur confiance. Un jour, il s'interpose pour empêcher un ingénieur allemand de battre les travailleurs arabes. Laurence menace l'homme de le frapper s'il s'avise de recommencer. C'est également au camp de base qu'il rencontre Daoum. Daoum est porteur d'eau. Laurence le choisit pour l'aider à apprendre l'arabe et pour en faire son assistant photographe. La nature de cette amitié a donné lieu à de nombreuses rumeurs. Laurence était très proche de Daoum. Il aimait beaucoup ce garçon. Ont-ils eu des relations sexuelles? On ne sait pas. Mais ils faisaient des choses étranges. Ils échangeaient leurs vêtements et se prenaient en photo. C'était inhabituel. Sur place, les ouvriers croyaient à une relation homosexuelle. Mais des gens ont affirmé que Laurence avait monté cette histoire de toutes pièces, parce qu'il aimait provoquer, et qu'il n'y avait rien d'autre qu'une affection authentique et innocente entre les deux hommes. Cette amitié, l'une des plus importantes dans la vie de Laurence, est sans doute devenue une source d'inspiration. Dix ans plus tard, il relate sa contribution à la révolte arabe dans un livre, Les 7 piliers de la sagesse. Il deviendra l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature britannique. Les lettres SA sont les initiales de Sheikh Ahmed, le vrai nom de Daoum. Je t'aimais. Aussi je pris ces marées d'hommes entre mes mains et écrivis ma volonté en étoiles à travers le ciel. Pour te gagner la liberté, la digne maison aux 7 piliers, afin que tes yeux puissent briller sur moi quand nous arriverions. La mort semblait ma servante sur la route, jusqu'à ce que nous fussions proches, te voyant, qui attendait. Sa proximité avec Daoum et les ouvriers sur le site de Carchemish permet à Laurence de comprendre le profond ressentiment de la population arabe envers le gouvernement turc. L'Empire ottoman règne sur le Moyen-Orient depuis 4 siècles, et l'influence turque s'étend de Constantinople à la Mecque. Mais l'Empire s'affaiblit. La Turquie est considérée par les Européens comme un pays malade. La Grande-Bretagne, la France et la Russie se préparent à agir si le gouvernement turc s'effondre, une hypothèse qui semble désormais envisageable. La Première Guerre mondiale va bientôt déferler sur l'Europe. Le Kaiser Guillaume II se rend en visite officielle en Turquie. Les Allemands veulent nouer une alliance avec les Turcs. Ils offrent un soutien militaire et tactique, incluant la construction de chemins de fer et notamment une voie ferrée jusqu'à Bagdad. Sur un plan stratégique, le transport ferroviaire est crucial. C'est le moyen le plus rapide pour acheminer des marchandises et des armes. Dans le climat de tension internationale, les puissances étrangères considèrent cette nouvelle voie ferrée avec beaucoup d'intérêt. Le site archéologique de Carchemish est situé sur le tracé de la voie à destination de Bagdad. Laurence entame alors sa carrière dans les services secrets britanniques.
Dans une lettre appartenant au British Museum, on peut lire un récit de Lawrence concernant la construction du chemin de fer. Vous m'avez interrogé à propos de la voie ferrée sur laquelle circulent désormais 4 trains par jour. La ligne va contourner les murs de Kelahat et descendre le long de l'Euphrate. Je vous enverrai quelques photos dans une semaine. Le quai de la gare devrait mesurer 1100 mètres de long. 24 bâtiments en pierre vont être construits. Les ouvriers travaillent jour et nuit. À Carchemish, Lawrence a été formé pour jouer dans la cour des grands. Des gens ont repéré les talents de Lawrence et ont pensé « Cet homme peut nous être utile à l'avenir. Mettons-le à l'épreuve. Plaçons-le dans cet environnement pour qu'il apprenne à parler la langue et à diriger les hommes. Observons ses capacités à cartographier et à photographier. » Tout cela était très important et il a appris ces techniques à Carchemish. Le mont Sinaï, à 800 km au sud de Carchemish. Lawrence est recruté pour se joindre à une équipe qui prépare une surveillance militaire de la région. Le projet est top secret. Lawrence est envoyé là-bas, écrit-il, sous couvert d'une mission politique. Il emmène Daoum. La guerre étant imminente, les Turcs se méfient de tous les archéologues. Ils lancèrent des soldats à ma poursuite. Ils tentèrent de m'empêcher de gravir le mont Horeb. Mais nous parvînmes à semer ou à épuiser tous les soldats. Et quand nous atteignîmes le sommet, nous étions seuls. Lawrence apprend à connaître cette terre et en tombe amoureux. Son nom y restera à jamais associé. Dans mes rêves d'enfant, les paysages étaient si vastes et silencieux. Des aubes dorées dans la brume et la quiétude étrange de la nature. Lawrence est chez lui à Oxford lorsque le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914. 2 de ses frères s'engagent immédiatement. Le jeune homme attend avec impatience une affectation qui lui permettra d'exploiter sa connaissance du monde arabe et de participer à l'effort de guerre. À cette époque, tous les jeunes hommes qui ne pouvaient porter l'uniforme étaient frustrés. Il y avait la campagne de Lord Kitchener. « Votre pays a besoin de vous. Pourquoi êtes-vous à la maison comme une mauviette au lieu d'être sur le front avec les soldats ?» Mon Dieu, quel ennui de n'avoir rien à faire. J'espère que les Turcs vont s'engager aux côtés des Allemands, ce qui nous laisserait une chance de les combattre et de les chasser d'Arabie. Au début du XXe siècle, la population arabe est encore très divisée. Ses préoccupations principales sont la ville sainte de la Mecque et la famille du shérif Hussein Ben Ali, un descendant direct du prophète Mahomet. Le shérif de la Mecque envisage une révolte contre le gouvernement turc. Il rêve de fonder une nation arabe et de rassembler les milliers de tribus et de villages sous une même bannière. Les Arabes souhaitaient maîtriser leur destin et chasser les Turcs. Ils voulaient être indépendants et unifiés. C'est ça qui a déclenché la révolte. Il s'agissait de créer une seule nation, un État indépendant, une puissance économique et militaire qui jouerait son rôle sur la scène internationale. Hussein Ben Ali sait qu'à Damas, un groupe d'intellectuels arabes a fondé une société secrète destinée à lutter pour l'indépendance. Il envoie ses fils cadets, Abdallah et Faisal, pour étudier le climat politique et mesurer le soutien des Arabes au projet de révolte. L'armée ottomane contrôle la région et réprime violemment toute tentative de rébellion.
Faisal est à Damas lorsque les Turcs prononcent la condamnation à mort d'un révolutionnaire. Faisal organise une campagne pour libérer le condamné. Il échoue. L'exécution n'est pas un acte isolé. La brutalité est une caractéristique du régime turc. Les nomades étaient malheureux de suivre les ordres de sécularisation de l'Empire ottoman. Je me souviens de cette époque. C'était un cauchemar. Comment pouvions-nous être heureux? C'était terrible. La Turquie entre finalement en guerre aux côtés des Allemands. Une décision qui affectera considérablement l'avenir du Moyen-Orient. Ce choix a été fatal. C'est sûrement la plus grave erreur commise par l'Empire ottoman dans toute l'histoire de son règne qui a duré 5 siècles. Tandis que les Britanniques envoient des milliers de soldats sur le front en Europe, Lawrence trouve enfin un emploi à sa mesure. Sa connaissance de la péninsule arabique et de ses habitants lui permet de décrocher une affectation au Caire, au sein des services secrets de l'armée britannique. Ses collègues se souviennent d'un homme jeune mais insignifiant, qui oublie souvent de porter la ceinture ou la casquette réglementaire. Ses cheveux sont un peu trop longs et il fait preuve d'un manque de respect flagrant envers les officiers supérieurs. Mais il ne va pas tarder à se distinguer. Il est envoyé dans une région stratégiquement vitale pour l'Empire britannique. L'Égypte a confié aux Britanniques le contrôle de ses intérêts au Proche-Orient. Cela comprend le canal de Suez, les précieuses routes commerciales vers l'Inde et un accès à une nouvelle ressource prometteuse, le pétrole. Lawrence est chargé de récolter des informations sur l'éventualité d'une révolte arabe. Il interroge des prisonniers et des dissidents, enrôle des agents et contribue à propager l'idée d'une insurrection arabe. Le ministère britannique de la guerre pense qu'un soulèvement arabe pourrait déstabiliser l'ennemi turc. La mission de Lawrence devient de plus en plus politique. Mais il est confiné dans... Il est très conscient du fait qu'il est en sécurité au Caire, alors que ses frères se battent sur le front en Europe. Will sert dans le corps aérien de l'armée britannique. Frank se bat dans les tranchées. En mai 1915, Frank est tué près d'Arras. Lawrence écrit à sa famille. La mort de Frank est un tel choc. Cette guerre qui s'étend modifie toute notre perspective, et j'ai du mal à en discerner les détails. Je ne sais pas comment tout cela finira. Pour les Anglais, le conflit tourne à la catastrophe. Des dizaines de milliers de soldats des troupes alliées sont massacrés à Gallipoli lors de la bataille des Dardanelles. Après la victoire des Turcs, l'armée ennemie est disponible pour combattre sur d'autres fronts. Les troupes sont envoyées au sud, grâce au chemin de fer du Hedjaz. Une attaque de la Turquie contre les intérêts britanniques en Égypte, et peut-être même contre le canal de Suez, semble imminente. Au Royaume-Uni, cette menace inquiète le ministère de la Guerre. Il réclame des informations et veut recruter des Arabes pour lutter contre les Turcs. Des messages urgents font la navette entre Londres et le Caire. Renseignez-vous sur la durée du voyage en train pour rallier la Syrie à Constantinople. Assurez-vous de la loyauté traditionnelle du peuple arabe envers l'Angleterre. Combien de soldats un train peut-il contenir? Apportez votre soutien au projet de révolte arabe.
Lawrence croit en cette révolte. Il comprend ce qu'elle pourrait apporter aux Arabes et à l'Empire britannique. L'enjeu est important. Il en vaut la peine. À Damas, l'Empire ottoman met tout en œuvre pour garder les Arabes sous contrôle. Le commandant des forces turques dans la région rend visite à Faisal avec un cadeau symbolique. Le fusil d'un soldat britannique tué à Gallipoli. Une inscription est gravée sur le canon. Butin capturé au combat, offert par Enver Pacha à l'émir Faisal. Le message est limpide. Regardez qui est en train de remporter la guerre et réfléchissez avant de vous liguer contre nous. Les Arabes le savent. Pour obtenir leur indépendance, ils devront la gagner par la force. Ils sont également conscients que leurs troupes ne sont pas préparées à affronter la puissante armée ottomane. Ils ont besoin d'un allié pour leur fournir un soutien et des armes. La Grande-Bretagne est le candidat idéal. Le shérif Hussein est sur le point de prendre une décision, mais il exige des garanties. Il voulait que la Grande-Bretagne se déclare officiellement en faveur de l'indépendance arabe. Il voulait une Arabie indépendante et il faisait confiance aux Anglais. Il leur demandait de lui faire une promesse. Hussein veut un engagement de la part des Britanniques. Aucune puissance étrangère ne devra s'emparer de la péninsule arabique après la guerre. Et si les Arabes se battent, leur indépendance devra être garantie. En 1915, le gouvernement britannique doute que la révolte perdure. Mais il pense qu'elle ralentira l'avancée turque. Dans ces conditions, il est prêt à faire n'importe quelle promesse. Lord Kitchener, le ministre de la guerre, autorise le largage de tracts de propagande. Ils contiennent l'engagement des Anglais à ne pas intervenir dans un État arabe si les Bédouins se battent à leur côté. Ils ont vraiment cru à cette promesse. Ils avaient foi en la parole des Britanniques, ce qui les a encouragés à se révolter. Fort de cet engagement, Hussein appelle son peuple à se mobiliser. Les forces arabes ont attaqué la garnison turque à Médine. Sous le commandement des émirs Abdallah et Faisal, les tribus progressent vers le nord à travers les lignes turques. L'enjeu est important. Il en vaut la peine. Lawrence avait la capacité de voir les événements dans un contexte beaucoup plus vaste, ce qui n'était pas le cas des autres officiers britanniques. Lawrence croyait en ce mouvement de libération et il était persuadé que les Arabes étaient capables de gérer leur indépendance et leur souveraineté. En quelques semaines, les Arabes remportent plusieurs victoires. Ils s'emparent de 2 villes côtières, Yampur et Ravi. À Médine, la garnison turque rend les armes. Cela ressemblait à l'effondrement de l'Empire romain, comme si Hannibal avait réussi à prendre Rome. C'est ce que les Arabes ressentaient. L'heure de la libération avait sonné. Ils commençaient à gagner leur indépendance et ils devaient poursuivre dans cette voie. Mais les tribus sont confrontées à l'artillerie turque et à l'aviation allemande. L'offensive arabe subit alors un revers brutal. Les tribus menées par Hussein sont composées de quelques milliers d'hommes seulement. Il n'y a pas ou peu de commandement central. Et surtout, les Bédouins manquent d'armement moderne. Des rapports estimant que la révolte est à bout de souffle parviennent à Londres.
Les parlementaires sceptiques ne sont pas surpris. Les communications en provenance du Caire ne sont guère encourageantes. De toute évidence, la révolte s'affaiblit de jour en jour. La perspective d'un État arabe unifié semble s'éloigner. Je pense que le mouvement s'éteindra d'ici quelques mois. Lawrence est envoyé auprès des dirigeants arabes pour connaître leur opinion sur l'avenir de l'insurrection. L'expédition est dangereuse. Le désert qu'il traverse est impitoyable, et la menace d'une attaque de bandits ou d'une capture par les Turcs est bien réelle. Lawrence est prêt à courir le risque. Mes 2 frères sont tombés au combat. Ils étaient plus jeunes que moi, et je ne peux pas concevoir l'idée de rester à l'abri au Caire. Lawrence a toujours voulu être un héros, mais désormais, il savait qu'il devait agir. Et je suis certain que la mort de ses frères l'a poussé à s'engager davantage dans le conflit. Lawrence est persuadé que la révolte s'affaiblit à cause du manque de commandement. Il cherche un homme qui pourrait incarner la rébellion et relancer la bataille. Il chemine vers le nord à travers la vallée de Wadi Safra pour rencontrer l'émir Faisal. Leur estime réciproque ravivera la guerre dans le désert. Ils étaient à court d'argent et d'armes. Les chefs de tribus étaient mécontents de la conjoncture. Beaucoup d'officiers arabes commençaient à déserter, abandonnant le camp du shérif Hussein. Alors quand Lawrence est apparu sur le théâtre des opérations, tout le monde a pensé que cet étranger pourrait peut-être dénouer la situation. Faisal et ses lieutenants exposent à Lawrence les raisons de leur échec. Il était profondément découragé. Ses hommes étaient épuisés, il avait perdu la plupart de ses troupes. Les insurgés étaient sous-équipés, ils n'avaient que du riz et de la farine pour seule nourriture. Il manquait d'armes, de munitions, de soutien logistique et d'informations. Je leur dis que ma venue avait pour but de connaître leurs besoins et d'en référer en haut lieu. Ils ont accepté Lawrence en tant qu'officier d'une puissance alliée qui pourrait armer et financer la révolte. Il était respecté parce qu'il représentait le gouvernement britannique, ni plus ni moins. Lawrence commence à travailler comme officier de liaison auprès de l'émir Faisal. Il dresse une liste de l'équipement nécessaire aux troupes arabes. Fusil, 2000. Boîte de munitions, 100. De la dynamite. Argent, 16 000 livres. Des tentes, des paires de chaussettes, des jumelles si possible, des cordes, des bougies, des fusils mitrailleurs. Paquet de cigarettes, 6 000. De la soie chinoise, La révolte repart de plus belle.
Mais le soutien des Arabes par la Grande-Bretagne ne suscite pas l'approbation de tous ses alliés. La France envoie en urgence un diplomate, François-Georges Picot, pour discuter avec le gouvernement britannique. La France a toujours voulu posséder une colonie au Moyen-Orient. Elle prétend avoir façonné la Syrie depuis l'époque des croisades et réclame ce territoire. Les Français ont peur que la révolte arabe les empêche de contrôler la Syrie. Ils proposent donc aux Anglais un accord secret qui partagera la péninsule arabique entre les deux pays alliés. La promesse faite aux Arabes par les Britanniques avant le début de la révolte est sérieusement compromise. Lawrence ignore tout de cet accord secret. Il passe la plupart de son temps dans le désert avec Faisal. L'émir dit à l'officier de liaison que s'il veut vivre parmi les Arabes, il doit se vêtir comme eux, ce qui lui permettra de s'intégrer dans les tribus. C'est une coutume. Lorsqu'un homme rejoint les Arabes, il devient l'un des leurs. Il vit avec eux, parmi eux, comme n'importe quel bédouin qui participe à la révolte. Lawrence apprécie le côté pratique de son nouvel uniforme. Certains le soupçonnent de vouloir peaufiner son image de héros romanesque. C'était logique pour lui de porter une djellaba, parce qu'il voulait se donner l'image d'un personnage qui se fond dans la population arabe. Mais il voulait toujours se distinguer. Il jouait un rôle. Il était sincère, mais il jouait un rôle. Et ça marchait. Lawrence apprend les rudiments de la guerre dans le désert. La plupart des conflits se déroulent au corps à corps. Le nôtre devra se faire à distance. Nous étions une influence, une idée, une chose intangible qui allait se propager comme un gaz. Les Arabes commencent à intégrer leurs nouvelles recrues. Ils le considéraient comme un ami, un homme qui travaillait activement pour la cause arabe. Bien sûr, ils avaient beaucoup de respect pour lui. Quand il effectuait des raids pour planter des bâtons de dynamite, il suscitait un grand respect. Pourtant, certains historiens arabes affirment que dans un premier temps du moins, Lawrence n'était rien de plus qu'un conseiller militaire. La mission de Lawrence était celle d'un expert en explosifs, et c'était tout. Il montrait aux hommes comment se servir de la dynamite, et les entraînait à faire sauter des ponts et des trains. Rien de plus. À Londres, François-Georges Picot et Sir Mark Sykes négocient âprement les détails de la partition de la péninsule. La France obtient le Liban et une partie de la Syrie actuelle. Les Britanniques s'approprient la Palestine et la Mésopotamie, qui est aujourd'hui l'Irak. Ce sont les accords Sykes-Picot. Nous sommes déjà présents ici. Ces accords ne tiennent pas compte de la promesse faite aux Arabes. C'était déloyal. Cela a été perçu comme une trahison. Un sentiment qui, à mon avis, je vous le dis en toute honnêteté, a engendré le traumatisme que nous avons subi et les conditions terribles dans lesquelles nous vivons depuis 100 ans. Ces accords nous ont fait beaucoup de mal. Londres garde le secret durant des mois, mais la rumeur commence à se répandre parmi les officiers britanniques. Lawrence doit prendre une décision. Va-t-il annoncer à Faisal que ses hommes combattent en vain? On ignore ce que Lawrence avait appris et quand. Mais de son propre aveu, dans les 7 piliers de la sagesse, il n'a pas dit toute la vérité.
Je fus obligé de prendre part à la conspiration. J'assurai aux Arabes que la récompense viendrait. Je pris le risque en me persuadant que l'aide arabe était indispensable à notre victoire rapide et peu coûteuse et qu'il valait mieux vaincre, quitte à bafouer notre parole, plutôt que perdre. Il a certainement senti qu'il les avait déçus, mais il a sans doute exagéré l'étendue de leur déception. Il avait toujours tendance à amplifier la noirceur de son personnage qui avait fourni des munitions à ce peuple. Laurence est impliqué dans une trahison qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Je leur assurais que l'Angleterre tiendrait parole, dans l'esprit et la lettre. De ce fait, ils accomplirent des prodiges. La faute de Laurence est d'avoir fait des promesses au nom de la Grande-Bretagne. Donc il a ressenti cela comme un blâme personnel. Il était celui qui n'avait pas été honnête avec eux. Si je leur avais dit la vérité. Mais nous avions des rêves, et je crus encore la victoire possible en dépit de Sykes, de Picot et des autres. L'amitié entre les Britanniques et les Arabes n'était pas bénéfique pour les Arabes. C'était une alliance politique dont l'objectif était de chasser les Turcs et de prendre le contrôle du territoire. C'était un officier britannique. Il servait son pays. Mais bien sûr, il avait une conception très personnelle de son patriotisme. Nous avions des rêves. Je soulageais ma conscience en espérant mener ces hommes vers la victoire finale. Elle était encore à notre portée. Nous pouvions encore gagner. Laurence commence à élaborer un plan qui permettrait aux Arabes de maîtriser leur destin. Il parvient à convaincre Faisal. Si les troupes arabes atteignent la ville de Damas avant les Alliés, elles pourront forcer les Britanniques à leur accorder l'indépendance. Damas est la clé de voûte. Damas est une grande cité de l'ancienne Assyrie. Et elle est également l'épicentre des tribus qui sont à l'origine de la révolte. Dans le cœur de tous les Arabes, depuis le Maroc à l'ouest jusqu'à l'Irak à l'est, Damas tient une place particulière. Damas est un trophée. Laurence est confronté à un défi de taille, préserver l'unité des tribus. Il se bat contre le paludisme et la dysenterie lorsqu'un incident menace de briser l'une des alliances fragiles entre les Bédouins. L'homme qui vient d'être tué appartient à un clan. Le meurtrier est membre d'un autre. Selon la coutume tribale, l'assassin doit être exécuté. Mais si un Arabe se charge de la mise à mort, cela déclenchera une nouvelle altercation. Laurence décide de procéder à l'exécution. Je prévins Ahmed qu'il devait mourir. Je l'emmenai dans une gorge étroite, un endroit sombre et crépusculaire. Ahmed m'a supplié en pleurant, encore et encore. Je lui octroyai un moment de répit, qu'il employa à sangloter sur le sol. Puis je l'obligeai à se relever. Rongé par la fièvre,
Lawrence prétend soudain voir la révolte sous un autre angle. C'est alors qu'il met au point son plan directeur. Il veut partir à l'assaut d'Aqaba. Aqaba est une ville portuaire sur la mer Rouge. Sa prise garantirait un accès vers le nord jusqu'à Damas. Mais les Turcs ont gardé le contrôle de la ville, notoirement bien défendue. Lawrence décide que les Arabes doivent prendre Aqaba. Mais comment? Arrivant du nord, de Jafra, un homme va se joindre à la révolte et en devenir l'un des héros. Il s'appelle Aouda Abou Taïeh. Quand il a rejoint le soulèvement, les tribus qui hésitaient à s'associer à la révolte ont suivi Aouda. C'était lui le héros, le chevalier de la rébellion. Aouda était un héros. Il était le chef de sa tribu, le grand défenseur des opprimés. Et quand les meneurs de la révolte ont sollicité son aide, il a accepté. Faisal a envoyé un émissaire pour demander à Aouda de venir le rejoindre. L'assaut d'Aqaba est vital pour la révolte. Lawrence et l'émir savent qu'ils doivent rencontrer le chef légendaire en personne. Ils échangèrent quelques accolades, puis se regardèrent. Ils formaient un duo dissemblable et magnifique. Faisal, le prophète, et Aouda, le guerrier, chacun ayant une compréhension immédiate de l'autre. Quant à moi, je sus, grâce à la force et à la franchise de cet homme, que nous atteindrions notre but. Il était venu à nous, tel un chevalier errant. Faisal présente le chef tribal à Lawrence et lui offre le fusil que les Turcs lui ont donné à Damas, l'arme du soldat britannique tué à Gallipoli. Ils ont donné un surnom à Lawrence, le loup, c'est-à-dire un aventurier, courageux et téméraire. Ce sont les qualités du loup, et ce sont également celles des Arabes. C'est ce que les Bédouins aimaient chez lui. Le plan est simple. Un petit groupe va traverser le désert en recrutant les tribus tout au long du chemin. Ensuite, ils graviront les montagnes et surprendront les défenses turques à l'endroit le plus inattendu. Lawrence raffole de ce genre d'expédition. Les Arabes, aussi courageux qu'intrépides, utilisent leur connaissance du terrain pour déjouer les pièges. Mais parmi les Bédouins, certains ont des doutes sur leurs chances de réussite. Cette course dans le désert prélève son tribut. Les quelques 300 kilomètres parcourus ont épuisé les hommes, sans compter la poussière, la chaleur et la soif. Nous cheminâmes sur du sable monotone et scintillant. Et pire encore, sur des étendues de boue polie qui renvoyaient le feu du soleil sur notre visage. Ce n'était pas une douleur constante, mais elle refluait puis ressurgissait. L'aridité du désert menaçait de nous réduire à sa merci. Le matin du 6 juillet, les tribus sont dans les montagnes au pied d'Aqaba.
L'avenir de la révolte dépend de cet assaut. 500 Bédouins légèrement armés contre la forteresse défendue par l'armée ottomane. Aqaba. Aqaba.